Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'accueille avec plaisir M. Raymond Desmarteaux, homme des radios depuis plus de 30 années. Il a œuvré au Canada, en Allemagne et à l'international. Sa voix et sa plume témoignent d'un engagement culturel profond et d'un regard humaniste. Aux éditions GID, il a publié 2 romans, Desjardins de Jachère en 2014, La mémoire des sols 2021 et Les chroniques du bout de ma rue en 2019, qui est un recueil de nouvelles. Symphonie, Symphonia. Quand les mots résistent aux mots, même le silence redevient musique. Et son dernier roman publié chez les éditions de l'Ardoyante en 2025. Monsieur Desmarteaux, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de vous accueillir chez Agora. Alors, Symphonie, Symphonia, le récit, l'histoire de cet orchestre philharmonique du Québec qui cache un malaise profond et des tensions palpables, on sent cela dans les premières pages de ce roman. Quand un musicien dit par exemple, ce concert c'est comme un masque parfait, on joue avec du feu. Et puis, juste savoir quel est l'événement, quels sont les événements déclencheurs justement qui révèlent les premières tensions au sein de cet orchestre philharmonique. J'ai toujours aimé la musique, la grande musique, la musique classique. J'ai travaillé beaucoup avec un orchestre qui est à Longueuil, qui s'appelait à l'époque l'Orchestre symphonique de Longueuil, où je faisais avec Maestro Marc David les préparations de saison. Je faisais partie du comité artistique et je présentais aussi les concerts. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant comme lieu, comme micro-société pour y inscrire une fiction. Alors, c'est de là que c'est lancé. Au départ, j'avais joué avec l'idée de travailler, d'écrire ce texte-là sous forme de série télé, mais très rapidement, je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de plaisir et il y a beaucoup plus de liberté à l'écrire sous forme de roman, de créer un orchestre qui n'existe pas, l'OPQM, l'Orchestre Philharmonique Québec-Monde, et de créer cet orchestre en disant qu'il est dans la même force, la même puissance, la même nature et la même notoriété internationale que peuvent être les orchestres de Berlin ou encore de New York, et ainsi de suite. Alors, le déclencheur a été ça. Par la suite, le plaisir de se dire tout simplement, oui, mais si. Et à partir de là, on écrit, on travaille, on bâtit, on structure des personnages, on leur donne du coffre, on leur donne un passé, on fait et des interactions. Il y a des chocs qui doivent se créer à travers ça. Et c'est comme ça que c'est né. Excellent. Puis le titre, quelle est la symbolique de ce titre-là? Symphonie, Symphonia, dans le déroulement du récit, quand les mots résistent aux mots, là, quand les mots M-O-T-S résistent aux mots M-A-U-X, quand le silence redevient musique, vous semblez projeter justement une philosophie profonde qui touche ce texte. Voulez-vous nous en dire plus, M. Desmarteaux? Ouais. Pourquoi le titre Symphonie, Symphonia? Je jouais avec l'idée de modifier le mot, parce que le mot français symphonie, PH, le mot italien F et A à la fin. Et je me suis dit, tiens, nonobstant le fait que dans le roman, il y a 6 ou 7 langues aussi qui sont utilisées, parce que des orchestres philharmoniques et symphoniques, ce sont des territoires internationaux. On retrouve des musiciens qui viennent de partout dans les orchestres. Alors, et aussi, la grande musique est foncièrement, profondément aussi, latine, italienne, j'entends. Alors, j'ai juste posé les 2 mots. Par la suite, le sous-titre lui-même, mais c'est la deuxième partie, même le silence redevient musique. À ça, il faut aller se rendre vers la fin du roman pour le comprendre. Très bien. Puis, on parle de culture interne de l'orchestre, de cet orchestre symphonique. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un climat musical. Là. C'est à l'intérieur d'un orchestre où il y a des artistes, là, des musiciens. Là, on parle de musique. Puis, on parle d'un orchestre, d'un climat marqué par la dictature. J'ai trouvé un peu ce mot
assez profond, mais plus ou moins, on parle donc de relations interpersonnelles. Alors, en quoi la relation entre le chef d'orchestre Léandre Victorin Gosse et ses musiciens symbolise-t-elle justement l'autorité et la vulnérabilité quelque part? Chaque fois qu'on travaille, quel que soit le monde dans lequel on œuvre, avec l'excellence poussée à l'extrême, Mm. la notion, souvent toutefois, de, je dirais pas de liberté individuelle, mais de l'individu même en tant qu'essence, c'est souvent mis de côté au profit de l'œuvre, au profit de l'exécutant. Euh, et quand on côtoie de la très très grande musique, quand on côtoie de très très grands auteurs ou d'immenses artistes ou d'immenses sportifs aussi, la, la, la liberté intrinsèque, souvent, malheureusement, va prendre le bord au Mhm. profit de l'œuvre elle-même. Et quand arrivent des états d'âme puissants, nonobstant le cas en fait, essentiellement le cas de ce chef d'orchestre, ce qui s'est passé, c'est que lui, c'est qu'il y a une déchirure profonde Mhm. qui est arrivée dans sa vie, qui a fait qu'il est devenu, d'une certaine façon, ce qu'il détestait au départ, parce qu'il avait trop mal. Et parce Oui. que cette grande musique lui rappelle constamment ce qu'il a perdu, cet amour perdu. Et Mhm. c'est là qu'il se projette dans le sublime, dans l'excellence de la réalisation de l'œuvre, de la création de l'œuvre, et aussi dans la relation interpersonnelle humaine qui devient à ce moment-là très, très, très secondaire dans son cas. Parfait. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, j'accueille Raymond Desmarteaux, qui vient paraître son dernier roman, Symphonie, Symphonia, publié chez L'Ardoyante en 2025. Comme vous pouvez le deviner, on parle musique, dans un cadre spatio-temporel relatif à la musique. Là. Un orchestre philharmonique, Québec, qui cache un malaise très original comme, comme contexte narratif. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. On parle littérature, on parle musique. Le dernier roman de Raymond Desmarteaux, Symphonie, Symphonia. Un roman qui relate le malaise, justement, d'un orchestre philharmonique au Québec. Ici, on parle d'un roman, Monsieur Desmarteaux, qui présente justement des personnages aussi qui tentent de concilier, n'est-ce pas, vie de famille et leur vie, leur engagement artistique, là, de manière générale. Parce qu'on voit des artistes là qui sont présents sur la scène, mais ils ont des familles, ou bien ils ont des familles, ou bien ils n'en ont pas, là. Mais ils essaient de concilier entre les deux, entre l'engagement artistique et leur vie, famille ou leur vie d'ailleurs, là, leur vie intime. Quels défis, justement, affrontent-ils dans ce contexte? Voyez, l'argument premier d'écriture, euh, je dirais le déclencheur, c'est de comprendre l'essence excessivement érotique de la scène. Mhm. La scène a un pouvoir érotique puissant et il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le gérer. Je sais pour avoir fait de la radio pendant une quarantaine d'années, mais aussi pour avoir chanté moi-même pendant 15 ans et avoir fait 2 disques, je connais tout ça. Et pour l'avoir vécu, la relation externe, quand on n'est plus cet artiste performant, mais qu'on est soi dans notre société, là arrivent des moments où il y a des chiens de garde qui doivent s'installer, qui doivent se placer pour aider la personne à se recentrer sur qui elle est et aussi pour pouvoir mieux performer là encore la prochaine fois. Dans certains cas, certains le réussissent, dans d'autres cas, non. D'où les expédients, qui par le sexe, qui par l'alcool, qui par la Ouais. drogue, qui par la violence, mais d'autres, grâce justement à des forces, soit internes, soi-même, soit externes, mais tout près, conjoint, conjointe, famille, expérience passée, arrivent à s'en sortir. Euh,
il y a des parallèles aussi, il y a d'autres mondes autour de l'orchestre, par exemple. Vous avez des gens d'administration, vous avez aussi des luthiers, vous avez... Voilà. Et donc, l'orchestre, la musique s'insère dans une vie dans un espace de vie de plusieurs personnes qui, elles, ont aussi des vies autres que cet orchestre. Et c'est là que se joue une grande partie de l'histoire. D'accord. Puis ces déchirures et ces malaises, ils poussent à bout ces artistes, certains artistes comme Clara, hein, le décès Oui. de la violoniste Clara qui laisse ce petit mot, extrait passant 86, permettez-moi de le citer. Papa, maman, mes chers amis, mes chers violons, je vous écris ces mots, le cœur lourd, la gorge serrée, les doigts douloureux. Il m'est devenu impossible de jouer. Et parce que je ne peux plus jouer, je n'ai plus de raison d'être. Je sais à quel point cette pensée est brutale. Je m'en veux profondément, mais elle est là, implacable, et je n'ai plus la force de lutter contre elle. Que peut-on dire sur la fragilité des artistes, M. Desmarteaux, vis-à-vis ou contre ce perfectionnisme artistique, justement? L'exécution de la très très grande musique ou la performance, quelle qu'elle soit, tendre vers la perfection et qu'on n'y arrive plus, ça à ce moment-là, ça crée des déchirures internes qui parfois, dans certains cas, et c'est le cas de Clara Bloomfield, n'arrive pas à passer par-dessus ça. Elle n'est rien d'autre que cette virtuose violoniste qui joue avec un instrument sublime qui a 300 ans, qui est unique ou presque, et auquel elle ne peut plus rendre grâce et valeur à cause de sa main qui lui cause problème. Donc, si elle n'a pas ça, elle n'est rien. Si elle n'est rien, elle n'a pas le droit de vivre. Ça c'est tout son imaginaire à elle. Et malheureusement, on le voit dans certains cas, on l'a vu chez c'est très, très vrai. Pensez seulement à certains... pensez à Pauline Julien, par exemple, qui ici, au jour, à un moment donné, n'arrivait plus à chanter, n'arrivait plus à parler, a décidé de mettre fin à ses jours. Je n'ai plus de raison d'être. Puis il faut croire aussi, n'est-ce pas, que c'est ça, ces déchirures, ils façonnent quelque part le comportement de ces musiciens. Comme quoi si un musicien n'est pas bien dans sa peau, il ne pourrait pas jouer de la bonne musique, là. Et voilà. Voilà, donc si on projette pas, si on n'est pas bien dans sa peau, eh bien, comment ces blessures façonnent-elles justement le comportement, surtout lorsqu'il s'agit d'artistes accomplis? La blessure devient une zone, la déchirure, la blessure profonde, ça devient des territoires à explorer pour sublimer la musique, pour sublimer sa création, son œuvre, aller plus loin encore. Où ça devient difficile, c'est quand c'est une fin de non-recevoir qui, elle, est physique, soit par le geste qui ne peut plus se faire, soit par l'émotivité cérébrale, l'émotivité du cœur aussi. Là, à ce moment-là, c'est des fins de non-recevoir et ça casse. Oui. Mais souvent, toutefois, vous allez avoir de très grands artistes ou de très grands athlètes, de très grands scientifiques qui ont pris une déchirure physique, morale, émotive, pour en faire quelque chose qui fait qu'on va beaucoup plus loin. Il y a de très, très grands chercheurs qui ont des contraintes physiques majeures, mais qui ont tellement fait avancer la science. Par exemple, Beethoven, qui était sourd, et malgré tout, a écrit des œuvres sublimes. Oui, il ne parvient pas carrément. Très bien.
Encore une pause et on revient, mesdames et messieurs, dans les prochaines minutes. On parle du dernier roman de Raymond Desmarteau, Symphonie, Symphonia, quand les mots résistent aux mots, même le silence redevient musique. C'est publié chez L'Ardoyante en 2025. On vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle littérature, on parle roman. Raymond Desmarteau qui vient de faire paraître son dernier roman Symphonie, Symphonia. On parle musique, un roman à lire. Là, je vous le dis là, très clairement, gentil, très sincèrement. Merci beaucoup. Ben voilà, la publicité est faite là, on va le dire. Alors voilà, donc on va parler de ces, je veux dire, il y a des personnages fascinants là dans ce roman. Hein. Jane Wilson, Evelyne, Antoine Lapointe, Paul Garand, René Saint-Onge, Hamelin le Mécène, Guyard le DG, etc. Il y a un très bel collectif, des personnages qui ont chacun leur caractère, on va dire. Qu'est-ce que ce livre nous dit justement sur l'importance de la création artistique, musicale, dans notre vie quotidienne de chaque jour? La musique est partout. La musique fait partie de la vie. C'est dans le vent, c'est dans les arbres, le mouvement du vent dans les arbres, la neige sur le sol, ainsi de suite. Il y a même des Premières Nations, ici et aussi en Afrique, qui se désolent de savoir que nous n'entendons pas les étoiles. C'est quand même fou, tu sais, quand on y pense. Ouais. Entendre les étoiles dans le fin fond du désert ou lors d'un spectacle visuel d'aurore boréale, c'est magistral. Je rêve de pouvoir arriver un jour à entendre les étoiles moi-même. Est-ce qu'un collectif musical, M. Desmarteau, parce que c'est une question là qui revient, est-ce qu'un orchestre là, philharmonique, un collectif musical de musiciens, est-ce qu'ils peuvent vraiment guérir ces fractures individuelles oui. Grâce à la musique, je veux dire? Grâce aux gens, grâce à la musique, grâce à l'espoir. Quand on côtoie des partitions sublimes qui exigent le dépassement de soi et qu'on y arrive collectivement, un orchestre, ce sont des musiciens, mais c'est au singulier, c'est un orchestre. Oui. Et cette unité-là de 50, 60, 80, 100 musiciens s'il faut, ça, c'est un effet magistral. Quand on arrive à dépasser les déchirures, on arrive à se soigner, à se guérir, et à voir qu'on a donné du plaisir tout en prenant. Et là, à ce moment-là, oui, je crois profondément qu'on peut arriver à se faire un bien immense, à corriger des choses et à apaiser des douleurs. Très bien. Est-ce qu'il y a, pensez-vous, s'il y a des liens qu'on peut, par exemple, établir avec d'autres œuvres centrées sur le monde de la musique et les tensions humaines? Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut établir, par exemple? Oui, absolument. Pensez tout simplement au film Maestro, au pluriel, de l'année dernière, par exemple, pour n'en nommer qu'un. Ou encore, il y a eu un film magistral il y a très, très, très longtemps qui relatait la carrière de Gershwin quand il s'est lancé à la création de Rhapsody in Blue. Oui. Il y a de ces moments-là, oui, c'est sûr, absolument. Exactement. Et puis, si vous deviez juste, je veux dire, comparer votre roman à une symphonie... Oui, à une symphonie célèbre, j'allais dire, à une symphonie célèbre de votre choix, ça serait laquelle? Ah ben, elle est mentionnée dans le roman, c'est la 6e, la pastorale de Beethoven. La pastorale de Beethoven, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors c'est la seule, hein? Elle est là. C'est la seule qui est mentionnée. Ben non, je mentionne aussi à la fin la 9e, mais c'est autre chose. C'est un autre contexte, ça. Mais c'est la 6e qui va rejoindre ça ici. Exactement. Alors, c'est quelle émotion que ce livre vous a fait découvrir
donc dans les coulisses de cet orchestre. Est-ce que vous avez été obligé d'aller dans un orchestre, justement, faire une préparation préalable, je veux dire? Ben, j'ai fait beaucoup de contacts préalables, mais pas en allant dans l'orchestre. En parlant des musiciens, parlant à un maestro en particulier, mon grand ami Marc David, qui m'a beaucoup aidé. Marc a été maestro, chef d'orchestre pour Longueuil, mais aussi pour Terre-Neuve pendant plus de 30 ans. Alors, et aussi qui fait partie au cœur des concours musicaux canadiens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments de coulisses que j'ai appris avec lui, oui, tout à fait, et que j'ai vécu, que j'ai côtoyé. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai parlé aussi à quelques musiciens, j'ai posé des questions directes, précises, mais pas dans des contextes avec entrevue et tout, non, dans un parc à chiens, tout simplement, avec mon chien et De manière le spontanée. violoniste et son chien. Et voilà, tous les territoires peuvent servir. C'est ça. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous écrivez, dernière question à vous, Monsieur Desmarteaux, je ne sais pas si vous écrivez vos romans avec un message ou des messages à transmettre. Avez-vous voulu transmettre un message à travers ce roman Symphonie Symphonia? Soyez heureux. Une journée sans lire, c'est un peu comme ça, j'en ai aucune idée, je suis pas capable. J'ai besoin de lire. Le voyage intérieur est phénoménal quand on lit. Passer à l'écriture, c'est un autre défi. J'ai écrit beaucoup de chansons dans ma vie, dans la première partie de ma vie. Là, c'est plus copieux à écrire, mais j'ai l'âge pour pouvoir le faire aussi. J'ai l'environnement pour pouvoir le faire aussi. Tout ça, c'est passionnant. Je suis d'une certaine façon, je ne suis pas un immense penseur. Pour moi, oui, tout à fait. Mais dans mes œuvres, non, je suis un saltimbanque. Un homme qui veut donner du plaisir, du bonheur. Et si j'arrive à le faire, avec les œuvres que j'ai publiées à ce jour, avec le prochain l'année prochaine, avec l'autre qui est en chantier, voilà, ben je serai heureux. Excellent. Symphonie, Symphonia, quand les mots résistent aux mots, même le silence redevient musique. Le dernier roman de Raymond Desmarteaux, mesdames et messieurs, disponible dans toutes les librairies présentement? Il faut le demander, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, mais il est disponible en ligne aussi facilement chez Bouquin-Bec, sous version papier, en version électronique. Vous tapez Bouquin-Bec, Desmarteaux ou Symphonie Symphonia, vous allez le trouver sans problème. Excellent. Et aussi, il y a certaines librairies au sein de deslibraires.ca qui l'ont présentement aussi. Donc, excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Raymond Desmarteaux, de son dernier roman, Symphonie, Symphonia, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, je vous fixe rendez-vous chez Agora, chaque jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.